Et si, contre toute attente, l'Europe, jadis symbole d'indépendance et de puissance, se voyait contrainte de frapper à la porte de Moscou, humblement, pour négocier le retour du gaz russe? Ce scénario, qui semblait autrefois relever de la science-fiction ou d'un passé révolu, prend aujourd'hui des allures de possible tragédie contemporaine. Le continent, acculé par une crise énergétique sans précédent, doit désormais envisager l'impensable, supplier la Russie pour obtenir la ressource qui fait tourner ses usines, chauffe ses foyers et garantit sa stabilité sociale. Pour mieux comprendre la gravité de la situation, il suffit de regarder les chiffres. Au cours des 2 dernières années, la consommation de gaz en Europe a baissé de près d'un tiers, alors même que la demande structurelle reste très forte. Les réserves stratégiques, autrefois rassurantes, fondent comme neige au soleil. À chaque nouveau rapport économique, la perspective d'un hiver sans coupure d'électricité ou sans rationnement s'éloigne davantage. Les promesses d'indépendance énergétique, martelées dans les discours officiels, se brisent sur le mur froid et indifférent des réalités économiques. Prenons l'exemple de l'Allemagne, véritable colonne vertébrale industrielle de l'Union européenne. Dès l'annonce de l'arrêt du gaz russe, le patronat allemand a tiré la sonnette d'alarme. Des géants comme BASF, Siemens ou Volkswagen ont prévenu, sans gaz à bas coût, impossible de maintenir la compétitivité des usines allemandes face à la Chine ou aux États-Unis. La menace n'est pas théorique. Plusieurs usines chimiques et métallurgiques ont déjà fermé ou délocalisé leurs activités. À Ludwigshafen, le plus grand complexe chimique du monde, des milliers d'emplois sont désormais en sursis, rappelant les heures sombres des crises industrielles du passé. Mais l'Allemagne n'est pas la seule à souffrir. L'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, tous les pays qui avaient bâti leur prospérité sur une énergie abondante et abordable, voient leur tissu industriel menacé. En Italie, l'industrie textile de la région de Prato, célèbre pour ses filatures, a vu le coût de l'énergie tripler en moins de 2 ans. En Espagne, le secteur de la céramique autour de Castellón, autrefois florissant, s'est effondré sous le poids des factures énergétiques. Partout, des artisans, des PME et des multinationales sont forcés de choisir entre la survie et la fermeture. Face à ce marasme, une question brûlante s'impose. La politique peut-elle vraiment s'opposer aux lois de l'économie? L'Europe peut-elle ignorer son besoin vital de gaz pour tenir tête à Moscou? Ou faudra-t-il admettre, à contre-cœur, que la survie économique exige parfois de mettre de côté rancœur et principes? Pour mesurer l'ampleur du dilemme, rappelons un précédent historique. Dans les années 70, lors du premier choc pétrolier, l'Europe avait déjà connu une crise énergétique majeure. À l'époque, la dépendance au pétrole du Moyen-Orient avait plongé les économies occidentales dans la récession. Les files d'attente aux stations-service, les coupures d'électricité, les plans de rationnement. Autant de souvenirs douloureux qui ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, le gaz russe a remplacé le pétrole arabe, mais la dépendance, elle, demeure. L'enjeu est colossal. Si l'Europe échoue à trouver une issue, ce sont des millions de familles qui pourraient pas passer l'hiver sans chauffage et des milliers d'usines vouées à la faillite. La stabilité sociale, le modèle européen lui-même sont menacés. Refuser de voir la réalité, c'est risquer la précarité, la perte d'emploi et le spectre d'hiver glacial, sans lumière ni chaleur. Mais comment un continent aussi déterminé à défendre son indépendance a-t-il pu se retrouver si vulnérable? Pour le comprendre, il faut revenir sur une décennie de choix politiques, de paris risqués et d'erreurs stratégiques. Dès les années 2010, l'Europe a fait le pari d'une transition énergétique rapide, misant sur les énergies renouvelables tout en continuant à importer massivement du gaz russe. Ce double discours a masqué la réalité d'une dépendance structurelle, renforcée par la construction de nouveaux gazoducs comme Nord Stream. L'explosion mystérieuse du gazoduc Nord Stream en 2022 a marqué un tournant. Soudain, l'Europe s'est retrouvée privée de près de la moitié de ses importations de gaz. Bruxelles a alors martelé le slogan de la découplage avec la Russie, vantant des alternatives comme le gaz naturel liquéfié venu d'Amérique du Nord ou du Qatar. Mais la réalité est tout autre. Le gaz liquéfié coûte en moyenne 2 à 3 fois plus cher que le gaz russe par pipeline, et sa disponibilité dépend de marchés mondiaux très volatiles. Prenons un exemple concret. En France, le port méthanier de Dunkerque tourne à plein régime pour accueillir le gaz venu d'outre-Atlantique. Mais même en multipliant les importations, l'offre reste inférieure à la demande. Résultat, les prix explosent, les ménages doivent réduire leur consommation et le gouvernement met en place des boucliers tarifaires coûteux pour éviter une explosion sociale. Dans le sud de l'Italie, à Tarente, l'une des plus grandes aciéries d'Europe a dû ralentir sa production faute de gaz abordable.
Les syndicats lancent des grèves, les élus locaux supplient Rome d'obtenir des dérogations ou des aides d'urgence. Des milliers de familles vivent dans l'angoisse de perdre leur emploi. Même les pays qui pensaient être protégés, comme l'Espagne grâce à ses nombreux terminaux GNL, découvrent que la volatilité des marchés mondiaux les expose à des pénuries soudaines ou à des hausses de tarifs insoutenables. L'exemple de l'Ukraine, qui a vu ses infrastructures énergétiques bombardées et ses approvisionnements coupés, hante tous les esprits européens. Face à cette impasse, certains gouvernements commencent à fissurer le consensus officiel. En Allemagne, des ministres régionaux et des responsables économiques réclament publiquement la réouverture du dialogue avec Moscou. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, longtemps critiqué pour ses liens avec Gazprom, retrouve une audience inattendue. Même en France, des parlementaires de tous bords évoquent la nécessité d'un pragmatisme énergétique. Mais renouer avec Moscou n'est pas sans risque. L'opinion publique, encore marquée par les événements en Ukraine et par les accusations de chantage énergétique, reste méfiante. Les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, tous refusent catégoriquement toute reprise des importations russes. Pour eux, dépendre de Moscou, c'est s'exposer à de nouvelles pressions politiques, voire à une perte de souveraineté. Cette division rappelle les débats du début des années 2000, lors de la première crise du gaz entre l'Ukraine et la Russie. À l'époque, l'Europe avait déjà été prise en otage par les conflits de transit. Les leçons du passé semblent oubliées, alors que la dépendance structurelle n'a jamais vraiment disparu. Pourtant, l'urgence pousse à la recherche de solutions concrètes. Les réunions secrètes se multiplient à Bruxelles, Berlin et Paris. Des diplomates de haut rang négocient discrètement des clauses de réparation pour les infrastructures détruites, des garanties de sécurité pour le futur et même des compensations financières. L'objectif, éviter à tout prix un effondrement industriel qui ferait le jeu des puissances rivales. Les scénarios envisagés sont multiples. Certains plaident pour la création d'un fonds européen de solidarité énergétique, financé par une taxe sur les superprofits des groupes pétroliers et gaziers. D'autres suggèrent de rouvrir progressivement les robinets russes, en échange de concessions sur le plan politique et sécuritaire. Une idée audacieuse circule même, confier à une agence indépendante le contrôle des flux de gaz, pour garantir la transparence et limiter les risques de chantage. Parallèlement, les entreprises européennes accélèrent leur propre stratégie d'adaptation. Certaines investissent dans l'efficacité énergétique, isolation des bâtiments, modernisation des chaînes de production, développement de l'hydrogène vert ou du biogaz. D'autres envisagent de délocaliser une partie de leur production vers des pays où l'énergie reste abondante et bon marché, comme les États-Unis ou certains pays d'Asie. Mais toutes ces mesures prennent du temps. Or, le temps presse. Chaque semaine de pénurie coûte des milliers d'emplois, affaiblit la compétitivité européenne et alimente la défiance des citoyens envers leur gouvernement. Pour sortir de l'impasse, certains experts proposent des solutions inspirées de l'histoire. Ainsi, le plan Marshall de l'après-guerre avait permis à l'Europe de rebâtir son économie grâce à une aide massive venue de l'extérieur. Aujourd'hui, pourquoi ne pas imaginer un plan de Marshall énergétique ? Un vaste programme européen d'investissement dans les infrastructures, les renouvelables et l'innovation, financé par une dette commune et une mutualisation des risques. D'autres rappellent que, même au plus fort de la guerre froide, les échanges énergétiques entre l'Est et l'Ouest n'ont jamais été totalement interrompus. Dans les années 70, alors que l'URSS et l'OTAN étaient engagés dans une confrontation idéologique sans merci, le gaz soviétique continuait d'alimenter l'Europe occidentale. Preuve que, parfois, la nécessité économique l'emporte sur les antagonismes politiques. Cependant, le contexte actuel est plus complexe. La Russie pose ses conditions. Réparation pour les infrastructures détruites, garantie de non-intervention dans sa sphère d'influence, reconnaissance du préjudice subi lors des sabotages. Pour de nombreux gouvernements européens, céder à ces exigences serait synonyme d'humiliation et de renoncement aux valeurs fondamentales de l'Union. La question reste entière. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller pour préserver sa sécurité énergétique ? Est-il possible de trouver un compromis qui permette de garantir l'approvisionnement en gaz sans sacrifier l'indépendance et la dignité politique ? Pour répondre à ce défi, plusieurs scénarios se dessinent. Le premier consisterait à renforcer les alliances avec d'autres pays fournisseurs. Mais chaque piste comporte son lot d'incertitudes. Le gaz américain transporté par méthanier dépend des aléas climatiques et des priorités du marché intérieur aux États-Unis. Le gaz qatari, très convoité, fait l'objet d'une compétition féroce avec l'Asie. Les ressources africaines, prometteuses de temps sur le papier,
nécessite des investissements massifs et des garanties de stabilité politique. Le deuxième scénario serait de miser sur la sobriété et la réduction de la consommation. Cela suppose des sacrifices importants: limitation du chauffage dans les bâtiments publics, réduction des horaires d'ouverture des commerces, incitation à la mobilité douce. Dans certaines villes allemandes, les piscines municipales ont déjà fermé, les lampadaires sont éteints la nuit, et les habitants sont invités à baisser leur thermostat à 18 degrés. Mais ces mesures ne peuvent tenir indéfiniment face à un hiver rigoureux. Le troisième scénario, le plus controversé, serait d'ouvrir des négociations directes avec la Russie. Cela impliquerait sans doute des concessions politiques, mais permettrait de rétablir rapidement les flux de gaz et de stabiliser les prix. Certains économistes estiment qu'un tel accord sauverait des millions d'emplois et éviterait une récession majeure. D'autres redoutent un retour à la case départ, avec une Europe redevenue otage de Moscou. Pour éviter d'avoir à trancher entre ces options extrêmes, des voix s'élèvent en faveur d'une diversification accélérée du mix énergétique. Développer massivement l'éolien offshore, investir dans le solaire, relancer le nucléaire là où c'est possible, accélérer la recherche sur le stockage d'énergie. Autant de pistes qui pourraient, à moyen terme, réduire la dépendance au gaz russe. Mais là encore, ces solutions ne produiront leurs effets que dans plusieurs années. En attendant, la crise actuelle agit comme un révélateur des fragilités européennes. Les frontières nationales se réaffirment. Chaque pays cherche à sécuriser ses propres approvisionnements, quitte à rompre la solidarité européenne. La tentation du chacun pour soi grandit, fragilisant le projet commun. Pour sortir de l'ornière, l'Europe doit tirer les leçons de ses erreurs passées. Cela suppose de reconnaître que l'idéalisme, s'il est nécessaire, ne suffit pas à garantir le chauffage des foyers ou la compétitivité des usines. Il faut aussi du pragmatisme, de la lucidité et du courage politique. Des exemples venus d'ailleurs peuvent inspirer l'action. Le Japon, après la catastrophe de Fukushima, a su diversifier ses sources d'énergie et investir massivement dans l'efficacité énergétique. La Norvège, riche en gaz et en hydroélectricité, a bâti un modèle résilient, fondé sur la flexibilité et l'innovation. L'Europe peut s'inspirer de ces réussites pour construire sa propre voie. Mais rien ne pourra remplacer, à court terme, la nécessité de prendre des décisions courageuses. Faut-il accepter un compromis douloureux avec Moscou, au risque de froisser l'opinion publique et de heurter les principes affichés, ou persister dans la voie de l'autonomie, quitte à sacrifier des pans entiers de l'industrie et du confort des citoyens? Le débat désormais ne se limite plus au cercle d'experts ou au salon feutré des ministères. Il s'invite dans chaque foyer, chaque entreprise, chaque municipalité. Les citoyens confrontés à la hausse des factures, aux coupures d'électricité ou à la menace du chômage réclament des réponses concrètes. Les syndicats, les associations de consommateurs, les élus locaux, tous exigent des solutions rapides et efficaces. Dans ce contexte de tension extrême, les gouvernements européens n'ont plus le luxe de tergiverser. Chaque semaine perdue aggrave la crise, fragilise le tissu social et alimente la montée des populismes. Pour sortir du piège, il faut oser un discours de vérité. Reconnaître que la transition énergétique ne peut se faire du jour au lendemain. Accepter que des compromis seront nécessaires, même s'ils sont douloureux. Impliquer l'ensemble de la société dans un effort collectif de sobriété, d'innovation et de solidarité. Concrètement, cela passe par plusieurs mesures immédiates. Accélérer l'isolation des logements, soutenir les industries en difficulté, renforcer la coopération européenne pour mutualiser les stocks et les capacités d'importation, investir massivement dans la formation aux métiers de la transition énergétique. À moyen terme, il faudra repenser le modèle énergétique européen. Développer des partenariats avec des pays stables et fiables, diversifier les sources d'approvisionnement, investir dans la recherche et l'innovation, renforcer la résilience des infrastructures critiques. Enfin, il faudra tirer les leçons de la crise actuelle pour bâtir, sur le long terme, une véritable souveraineté énergétique européenne. Cela suppose de dépasser les divisions nationales, de mutualiser les risques et les investissements, et de construire un marché intégré, flexible et résilient. Le défi est immense, mais il n'est pas insurmontable. L'Europe a déjà surmonté des crises majeures dans son histoire. La reconstruction d'après-guerre, la chute du mur de Berlin, la crise de l'euro. Chaque fois, c'est la capacité d'adaptation, l'audace et la solidarité qui ont permis de rebondir. Aujourd'hui, il s'agit de préserver non seulement le confort matériel, mais aussi le modèle de société fondé sur la prospérité partagée et la cohésion sociale.
Refuser de voir la réalité, c'est risquer de sacrifier ses acquis sur l'autel de l'idéologie ou de l'orgueil politique. En conclusion, la question n'est plus de savoir si l'Europe doit composer avec le gaz russe, mais de déterminer comment elle peut faire preuve de maturité stratégique, de pragmatisme et de solidarité pour garantir sa sécurité énergétique sans renier ses valeurs. C'est au prix de ce réalisme, de cette lucidité et de cette capacité à innover que le continent pourra surmonter l'épreuve actuelle et écrire une nouvelle page de son histoire. L'avenir énergétique de l'Europe se décide ici et maintenant. À nous de choisir la voie du courage et de la responsabilité pour que l'hiver prochain ne soit pas celui du renoncement, mais celui du sursaut collectif.